C'est la rentrée et pendant cet été, vous avez peut-être décidé de complètement couper de l'actualité. Peut-être que vous n'avez pas voulu penser au réchauffement climatique, par exemple, dont les effets nous frappent chaque année plus violemment. Peut-être que tout ça vous paraît bien loin. Ou alors, vous faites partie des personnes pour qui c'était impossible de ne pas y penser. Parce que la forêt à côté de vous brûlait, que vous avez souffert de la chaleur, que vous avez manqué d'eau ou que vous avez dû partir de chez vous à cause d'une inondation. Dans la journée, on reste enfermé et c'est à 18h qu'on essaie de ressortir parce que sinon c'est invivable. Là, je suis dégoûté. Je suis écœuré en fait. Parce qu'on perd tout. C'est un peu ça tout le problème, non ? Il y a ceux qui ne veulent pas voir, qui vivent dans un monde parallèle, et ceux qui savent, qui subissent, qui souffrent, qui sont en colère, qui ont peur. Rendez-vous compte, le mois de juin a été le plus chaud jamais enregistré dans le monde. La Terre a battu son record de température 2 fois en 2 jours, le 21 puis le 22 juillet. Mais ces records ont beaucoup moins intéressé que ceux des Jeux Olympiques qui se tenaient au même moment. Léon Marchand, champion olympique, avec un nouveau record olympique, celui de Michael Phelps. Phénoménal! Évidemment que les records sportifs sont beaux, vibrants. Mais ils ne doivent pas nous faire oublier tout ce que bat notre planète. La Terre menace de devenir inhabitable. Elle commence déjà à l'être dans de nombreuses régions. Parfois, quand bien même la réalité est sous vos yeux, l'être humain parvient tout de même à ne pas la voir vraiment. La réalité, la voici. Les vagues de chaleur et canicules, pour beaucoup inédites, se sont enchaînées partout dans le monde. Aux États-Unis, où 140 millions de personnes ont été confrontées à des chaleurs extrêmes, mais aussi en Europe, au Maroc, au Mexique, au Moyen-Orient ou encore en Chine. Et ces chaleurs ont provoqué des centaines, voire des milliers de morts, tant elles sont difficiles à compter. La forêt amazonienne brûle plus rapidement que jamais. Le Brésil est frappé par des incendies inédits, si bien que l'état d'urgence a été décrété dans 45 villes. La Grèce a été en proie à des incendies parfois incontrôlables, qui ont provoqué l'évacuation de milliers d'habitants et touristes, et créé un immense nuage de fumée autour d'Athènes, tandis que d'autres continuaient les vacances comme si de rien n'était. Je crois qu'il y a un petit feu, mais je suis pas sûr du tout. Hein. Vraiment pas sûr du tout. Ça crame là-bas. La Méditerranée a subi une nouvelle canicule marine, avec une température de surface de plus de 30 degrés par endroit. Sur des températures de ce type, on a de la végétation sous-marine qui meurt en masse, comme si elle était brûlée, bouillie sous l'eau. L'Antarctique vit une vague de chaleur historique, avec des températures de 30 degrés au-dessus de la normale, si bien que les scientifiques s'inquiètent d'un point de bascule qui pourrait être provoqué par une fonte incontrôlée des calottes glaciaires. Et tout ceci sans parler des événements climatiques extrêmes et inondations. L'est du Bangladesh, quasi submergé par les eaux. L'eau s'étend à perte de vue. Cet état des lieux, je le fais chaque année. Chaque année, c'est encore plus grave et terrifiant. Et à force, je me sens un peu comme Howard Bale, le présentateur dans le film The Network. I don't have to tell you things are bad. Everybody knows things are bad. We know things are bad, worse than bad. They're crazy. Oui, c'est fou ce qu'il se passe. C'est fou, mais il faut le savoir, le comprendre pour avancer et se battre pour la vie tout simplement. We need to fight harder now. Alors que s'est-il passé ces derniers mois sur le front climatique ? Qu'est-ce que cela implique pour nos vies, pour l'avenir ? Que faire de notre colère et de nos sentiments d'impuissance ? On fait le point dans cette nouvelle vidéo Blast. Je dois vous avouer que ça n'a pas été facile pour moi d'écrire cette vidéo. Tout simplement parce que j'ai l'impression de répéter en permanence plus ou moins la même chose. C'est officiel, l'été 2023 a été le plus chaud jamais mesuré dans le monde. Nous ne sommes pas prêts. Le réchauffement planétaire s'aggrave bien plus vite que prévu. Tout s'empire et c'était attendu, prévu par les scientifiques depuis des décennies. Alors, est-ce que c'est encore utile d'informer sur la catastrophe en cours et à venir ? J'ai envie de le croire. Et il se passe tellement de choses que c'est très difficile à suivre et à analyser. Si on ne prend pas conscience de la gravité de la situation, si on ne comprend pas ce qu'il se passe, on ne peut pas vivre et agir en conséquence. Par exemple, si je vous annonce que vous avez une grippe, vous n'allez pas réagir de la même manière que si je vous dis que vous avez un début de cancer qui peut s'avérer fatal. C'est la même chose avec l'état de notre planète. Pour construire cette vidéo, je me suis appuyée sur 3 grandes questions posées par Emmanuel Kant dans Critique de la raison pure. Des questions philosophiques qui peuvent aider à décrypter ce que nous vivons. Que puis-je savoir ? Que dois-je faire ? Et que m'est-il permis d'espérer ?
Il faut le dire, pour une grande partie de la France, l'été a mal commencé. Et comme toujours, quand il ne fait pas très chaud pour la saison, on a entendu le même argument qui remet en question la gravité du réchauffement climatique. Où est le réchauffement climatique ? Et on peut se poser la question, il fait froid dans une grosse partie de la France. Alors oui, il fait chaud, mais normalement dans le sud. Donc quand on se base un petit peu sur ce qu'on voit dans notre météo, on est à même de se dire que ça commence par un refroidissement, c'est ça, un réchauffement ? Donc, une bonne fois pour toutes, petite clarification. Ce genre de phrase met sur le même plan la météo et le climat. Les deux peuvent être liés, car tous les deux traitent de l'atmosphère, mais ce n'est pas si simple. La météo d'un jour est un cliché instantané du climat, qui, lui, est analysé sur de longues périodes, typiquement une dizaine ou une centaine d'années. Pour le dire autrement, le climat est un film, alors que la météo est simplement une scène de ce film. Et la simple connaissance de cette scène ne nous permet pas de connaître le dénouement du film. Et si, en effet, début juillet, la France ne vivait pas son été rêvé, le sud-est de l'Europe suffoquait déjà. Ce qu'il faut comprendre est que la tendance à long terme du réchauffement climatique se traduit par une amplification des chaleurs extrêmes. Ce qui ne veut pas dire que nous n'aurons pas quelques jours plus frais en été. Il y en aura simplement de moins en moins. Et de plus en plus de vagues de chaleur et de canicules, qui d'ailleurs n'ont pas tardé à frapper la France dès la fin du mois de juillet. Mais là encore, voilà ce qu'on pouvait entendre sur certains plateaux. C'est le deuxième jour de chaleur. Ah, canicule. Ah, canicule. Là, tout le monde va mourir de soif. Voilà. Non, mais arrêtez votre cirque un peu, quoi. C'est le deuxième jour de chaleur de l'année, quoi. Ouais, on mais peut fait peut-être chaud. faire au 20 juillet une semaine à 37, 38, 39, quoi, quand même. Il n'y a pas de mal, quoi. Avant de mettre tout le monde en alerte canicule, on peut peut-être faire une semaine de chaleur complète, quoi, non ? Mais s'il y a des morts, Didier ? Alors pour info, Didier, une alerte canicule est déclenchée dès qu'il y a 3 jours et 3 nuits consécutives de chaleur. Des températures exceptionnellement élevées et supérieures à 20 degrés la nuit. Ce qui empêche donc au corps de récupérer. On les distingue des vagues de chaleur qui sont aussi très dangereuses pour les organismes et qui représentent un épisode de température nettement plus élevé que les normales de saison pendant plusieurs jours consécutifs. Et oui, la chaleur tue. En 2023, plus de 47 000 personnes sont mortes en Europe, dont 5 000 en France. Si on regarde dans le passé, il n'y a pas eu, au XXe siècle, un été aussi chaud que 2024. Donc on a une perception peut-être d'un été frais parce que notre mémoire climatique est très courte, les 2 ou 3 dernières années. Mais l'été 2024 est un été extrêmement chaud. En France, les vagues de chaleur sont de plus en plus intenses, fréquentes, précoces et longues. Comme le souligne Mathieu Sorel, climatologue, dans un article au Monde, avant 1989, on observait en moyenne une vague de chaleur tous les 5 ans. Alors que depuis 2000, elles se produisent à une fréquence annuelle. Et elles augmentent. Il y aura 2 fois plus de vagues de chaleur d'ici 30 ans. Pourtant, si cela vous a semblé parfois invivable, la France est pour le moment préservée comparée à d'autres pays dans le monde. Extreme temperatures are no longer a one day, one week or one month phenomenon. If there is one thing that unites our divided world, is that we are all increasingly feeling the heat. Earth is becoming hotter and more dangerous for everyone, everywhere. Ce jour-là, le secrétaire général de l'ONU lançait un appel mondial à l'action contre les chaleurs extrêmes, pour prendre soin des plus vulnérables, renforcer les protections des travailleurs et rendre plus résilientes les économies. En tout, l'Organisation météorologique mondiale estime que la chaleur tue environ 1,5 million de personnes par an, mais précise que le véritable bilan pourrait être 30 fois plus élevé. Je m'attarde ici sur ce sujet car la chaleur liée au réchauffement climatique est peut-être l'exemple le plus parlant pour comprendre l'ampleur de la menace si rien n'est fait. Mais aussi parce que, comme toujours, les personnes les plus exposées aux chaleurs extrêmes sont les plus vulnérables. Celles qui travaillent à l'extérieur, les sans-abri, les plus âgés, les plus précaires. I cry all the time. I like yell at the heat to like go away or You know, I fell asleep on some hot concrete and my whole left side got 30-degree burns on them. En mai 2023, une cinquantaine de scientifiques ont démontré que le réchauffement induit par l'homme augmente à un rythme sans précédent de plus 0,2 degrés par décennie. Or, selon une étude parue en 2023 dans la prestigieuse revue Nature, pour chaque réchauffement de 0,1 degré au-dessus des niveaux actuels, 140 millions de personnes supplémentaires seront exposées à une chaleur dangereuse, c'est-à-dire égale ou supérieure à 29 degrés en moyenne annuelle, et donc potentiellement mortelle. Ce qui veut dire qu'au rythme actuel, tous les 10 ans, 280 millions de personnes supplémentaires
ou plus seront exposés à une chaleur qui les met en danger. It's not just innocuous, innocent change. It's all kind of heading towards a world that's very different than the world we're used to and that our civilization is adapted to. Au-delà d'un certain niveau de chaleur, le corps n'arrive plus à maintenir sa température centrale autour de 36,8 degrés pour garantir le bon fonctionnement des cellules et des organes vitaux. Il n'a plus assez d'énergie pour le faire. Les premiers symptômes peuvent être la fatigue, des maux de tête, de la fièvre et des troubles du sommeil, qui peuvent être le signe d'une insolation ou d'une déshydratation. Le risque le plus grave étant le coup de chaleur, qui peut entraîner la mort. Il arrive quand l'organisme surchauffe et dépasse les 40 degrés. La chaleur peut aussi provoquer des arrêts cardiaques. Comme l'explique Peter Van Camp, chercheur à l'INRAE dans Libération, c'est ce qu'il s'est passé à la Mecque, où 1300 personnes sont mortes lors du pèlerinage annuel à cause d'une chaleur dépassant 51 degrés. Les pèlerins restent des heures sous le soleil. Rapidement, le corps peut s'épuiser et ne plus trouver les réservoirs d'eau pour transpirer. Les organes vitaux, reins, cœur, cerveau, sont alors susceptibles de chauffer et de ne plus fonctionner, entraînant le décès. La combinaison entre chaleur et humidité peut être également fatale dans des pays comme l'Inde ou le Pakistan. Lorsque la température au thermomètre mouillé dépasse en moyenne les 31 degrés, le corps n'arrive plus à réguler sa température en transpirant. Et c'est alors que survient le coup de chaleur mortel au bout de quelques heures, parfois en pleine rue. Donc oui, pour des milliers de personnes, des millions même, le réchauffement climatique est déjà une question de vie ou de mort. Et il va le devenir de plus en plus. Truth is, global emissions need to fall 9% every year. We need an exit ramp off the highway to climate hell. And the truth is, we have control of the wheel. Je ne vais pas revenir ici sur les politiques climatiques qui sont à des années-lumière de l'urgence ou encore sur le cynisme meurtrier des industriels fossiles. J'en ai déjà beaucoup parlé sur Blast. On le sait. Si l'on se base sur les modèles climatiques et les trajectoires actuelles des États, nous allons vers un monde à plus 2,5, plus 2,9 degrés d'ici à la fin du siècle. Un monde bien plus invivable encore qu'il ne l'est déjà à 1,2 degré de réchauffement aujourd'hui. Mais ce que l'on a appris cet été, c'est que cela pourrait être encore pire. Selon une étude publiée en juillet, les puits de carbone terrestres, composés des forêts et des sols, se sont effondrés en 2023. Ce qui veut dire qu'ils ont beaucoup moins capté de CO2 par rapport à ce qu'ils captent habituellement. Entre 1,5 et 2,6 milliards de tonnes de CO2 en 2023 contre 9,5 milliards en 2022. Tout simplement parce qu'ils ont été fragilisés par les gigantesques incendies et les longues sécheresses. Si cette tendance se confirme, ce serait catastrophique. Aujourd'hui, la moitié du CO2, qui est émis par la combustion des énergies fossiles essentiellement, est absorbée par les puits de carbone. Environ 25% dans les puits océaniques et 25% dans les puits terrestres. Le climatologue Philippe Sier, l'un des auteurs de l'étude, l'explique au Monde. Si cet effondrement se reproduisait dans les prochaines années, nous risquons d'observer une augmentation rapide du CO2 et du changement climatique au-delà de ce que prévoient les modèles. En clair, il y aurait encore plus de CO2 dans l'atmosphère qui provoquerait une augmentation des températures encore plus rapide que prévu. Estamos muy contentos de anunciar que en unos pocos meses de trabajo, 66 países, es decir, 1 de cada 3 países en el mundo, se han comprometido con la carbono neutralidad hacia el año 2050. Vous ne le saviez peut-être pas, mais ce sont sur les puits de carbone que les États se basent pour viser la fameuse neutralité carbone ou climatique. Un équilibre entre les émissions de carbone et l'absorption du carbone de l'atmosphère par les puits de carbone. En clair, ne pas émettre plus de CO2 que la planète ne peut en absorber. Mais si les forêts et les sols absorbent de moins en moins de CO2, que faire ? Les auteurs de l'étude le disent, si les puits de carbone terrestres risquent, quoi qu'il arrive, d'être dégradés avec le temps, il faudra attendre plusieurs années pour être certain qu'ils s'effondrent. Et dans cette hypothèse, cela voudrait dire que les efforts à faire pour réduire nos émissions de CO2 devraient être en réalité encore plus importants que les objectifs actuels qui ne sont déjà pas respectés. Un ciel incandescent dans la nuit noire. Le feu s'étend sur plus de 40 km. Celui qu'on appelle communément le feu 172 est le plus gros actuellement au Québec et l'un des plus gros au Canada. Il faut passer à la vitesse supérieure dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est aussi ce que nous disent les feux de forêt qui libèrent des millions de tonnes de CO2 absorbées par les arbres. Selon une étude publiée dans Nature fin août, en 5 mois, les méga-feux de forêt canadiens de 2023 auraient relâché 647 millions de tonnes de carbone dans l'atmosphère. À cause de ces feux seulement, le Canada est devenu le 4e pays le plus émetteur au monde, derrière la Chine, les États-Unis et l'Inde, alors qu'il était à la 11e place.
On stocke une quantité phénoménale de gaz à effet de serre dans le sol forestier, c'est majeur. Et si ça devient des sources d'émissions, la température, elle augmentera de plus en plus. En conclusion, l'étude estime que le Canada doit ajuster la baisse de son niveau d'émissions autorisées de combustibles fossiles afin de compenser la réduction de l'absorption de carbone par les forêts. Et le même scénario catastrophe se reproduit partout. Cette année, le Brésil connaît les incendies de forêt les plus graves jamais enregistrés depuis que le pays a commencé à les recenser en 1998. Plus de 48 674 départs de feu ont été détectés depuis le début de l'année. Plus de 90% de ces incendies sont criminels, selon la défense civile de l'État de Sao Paulo. Mais toutes les conditions étaient réunies pour qu'une telle catastrophe se produise. Des feux sont en cours sur une large partie du sud de l'Amazonie. Et surtout, ce qui est dramatique, c'est que la région humide du Pantanal, à la frontière avec la Bolivie et le Paraguay, est touchée. Et cette région, c'est la plus grande zone humide au monde. Cette zone humide et la forêt amazonienne, la plus grande forêt tropicale au monde, sont des piliers de notre climat, qui sont en train d'être détruits, à la fois par des feux de forêt rendus plus fréquents et intenses par le réchauffement climatique, mais aussi par les multinationales qui exploitent ces espaces, l'agriculture intensive qui les détruit et les fragilise. En clair, au nom du profit, l'humanité décime ses principaux alliés dans la lutte contre le changement climatique, qu'elle a elle-même provoqué par soif du profit. N'oublions pas non plus les impacts des feux de forêt sur les humains et sur la biodiversité. Des dizaines de personnes ont été tuées, des centaines de milliers évacuées, des habitations et des infrastructures ont été détruites, des écosystèmes anéantis, et tous ces feux auront des impacts à long terme sur la santé humaine en raison de la dégradation de la qualité de l'air. Et le seul moyen de réduire la fréquence est de maintenir l'augmentation des températures mondiales en dessous de 1,5 degré. Ils sont en première ligne face à la montée des eaux. 18 États et territoires du Pacifique réunis au Tonga pour trouver des solutions. Nous nous réunissons à un moment décisif de l'histoire de notre région. Nous devons prendre des mesures urgentes dès maintenant pour obtenir des résultats durables à l'avenir. Parmi eux, des territoires français, la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. Inondations, sécheresses, ouragans, les menaces s'y multiplient avec le changement climatique. Le 27 août 2024, l'ONU lançait un SOS mondial sur la montée des eaux dans le Pacifique. D'après un nouveau rapport de l'Organisation météorologique mondiale, le niveau des mers a augmenté de 9,4 cm en moyenne à l'échelle mondiale en 30 ans. Et cette hausse s'élève à 15 cm dans certaines zones du Pacifique. Selon les experts, même si on arrivait à limiter la hausse du niveau des mers, des îles comme les Tuvalu seraient sous les eaux dans 30 ans. Et c'est ce qu'avait essayé de faire comprendre le ministre de la Justice aux dirigeants du monde entier lors de la COP26 avec cette vidéo. Mobility must come to the forefront. We must take bold alternative action today to secure tomorrow. La détresse des petites îles et pays du Pacifique a été ignorée pendant longtemps, parce que leur poids économique est considéré comme trop faible et qu'ils paraissent bien loin. Mais selon les chercheurs, ce qu'il se passe là-bas est un révélateur de ce qui pourrait arriver dans d'autres régions du monde. Et peut-être plus vite que prévu. Car l'Antarctique fait face à des températures exceptionnelles qui font fondre les calottes glaciaires bien plus rapidement. À ceci s'ajoutent tous les enjeux autour du glacier Thwaites, surnommé le glacier de l'apocalypse, dont je vous ai déjà parlé dans cette vidéo. On parle ici d'un monstre de glace, grand comme la Floride, responsable à lui seul de 4% de la hausse annuelle du niveau des mers. Selon Romain Milan, glaciologue, il contient assez de glace pour lever le niveau des mers de 65 cm. C'est donc le glacier majeur de l'Antarctique de l'Ouest et qui montre des signes très inquiétants d'instabilité. Il y a 2 ans et demi, déjà, les glaciologues étaient très inquiets. Le problème avec le glacier Thwaites est double, à l'avant et à l'arrière. À l'avant, on distingue cette plateforme flottante, ce bouchon, qui se décroche de plus en plus vite. Et à l'arrière, à l'endroit où le glacier repose sur la roche et est donc retenu, les chercheurs ont observé que de l'eau plus chaude s'y infiltrait. Résultat, le glacier fond et se décroche peu à peu de la roche. Aujourd'hui, on peut savoir, grâce à une analyse plus précise et des observations satellitaires, que le phénomène s'accentue. En mai 2024, une équipe de chercheurs a mis en évidence une intrusion d'eau de mer chaude et dense sous la surface du glacier sur plusieurs kilomètres. Ces entrées régulières d'eau de mer contribue à réchauffer la glace, mais aussi à faire monter la pression sous le glacier. Résultat, il est de plus en plus fragile, fond de plus en plus vite et risque de provoquer un effet domino. Certains scientifiques pensent que la dislocation du glacier Thwaites pourrait être le début d'une réaction en chaîne dans l'Antarctique de l'Ouest. Avec l'effondrement de glaciers voisins, l'océan pourrait alors monter jusqu'à 3 mètres. Mais
pas trop de panique. Tout ceci est encore bien incertain. Une chose est sûre, la tendance n'est pas bonne et pourrait provoquer, quoi qu'il arrive, une hausse du niveau de la mer plus importante que celle qui était envisagée jusqu'alors. Et contrairement à ce qu'en pense Donald Trump, non, la fonte des glaces et la montée des eaux, ça ne fera pas plus de propriétés en bord de mer, mais plutôt plus d'ouragans, d'événements climatiques extrêmes et des régions qui deviennent inhabitables. Une montée du niveau des mers, c'est pas important seulement juste la valeur que ça fait, ça permet à des inondations, des vagues de submersion qui arrivaient une fois tous les 100 ans, ça risque de permettre que ça arrive une fois tous les ans, chaque année. Il faut voir ça en probabilité d'avoir des événements extrêmes. Et là, il n'y a pas que la masse d'eau. Il y a aussi les trajectoires d'ouragans, il y a aussi l'intensité des ouragans. Donc en fait, c'est difficile. C'est vraiment une machine complexe, la Terre. On le sait, la montée des eaux provoque déjà de nombreux déplacements de population dans le monde. Au Bangladesh notamment, qui est en première ligne. À l'échelle mondiale, 250 millions de personnes vivent à moins d'1 mètre de la ligne des marées hautes. 1 mètre de plus et des archipels seront rayés de la carte. Des villes comme Venise, Amsterdam ou encore La Rochelle en France seront submergées, provoquant ainsi des dizaines de milliers de déplacés climatiques. Tout ça est très joyeux, n'est-ce pas ? Et encore, je n'ai pas tout dit. Donc oui, nous sommes pris dans des engrenages infernaux. Et en plus de la nécessité de comprendre ces bouleversements majeurs que nous vivons, il faut aussi encaisser l'information et ne pas finir par la mettre de côté. Je ne cesse de le répéter dans mes vidéos. Nous sommes entrés dans une nouvelle réalité climatique. Et pourtant, dans nos vies de tous les jours, on a plutôt l'impression de vivre dans une fiction. Une histoire que l'on se raconte pour se rassurer. C'est étrange d'être conscient de l'urgence écologique, terrifié même, et de voir la majorité des personnes autour de nous vivre comme si de rien n'était. S'excuser du bout des lèvres de ne pas faire assez pour la planète, ou carrément critiquer celles et ceux qui s'engagent parce que tu comprends, ça va trop loin, il ne faut pas exagérer non plus. Not being clear? We're trying to tell you that the entire planet is about to be destroyed. La crise des agriculteurs a renforcé cette impression de se trouver collectivement dans une impasse. Je traverse un moment où, je le reconnais, mon énergie retombe un peu. Voilà ce que confiait Christophe Cassou, climatologue, au Nouvel Obs en avril 2024. Il y a ce sentiment qui traverse beaucoup des personnes qui alertent depuis des années d'être un peu à bout de course, de parler dans le vide, de perdre de l'énergie pour rien. Tant les renoncements successifs et le déni actuel sont terrifiants. Nous luttons en permanence contre le cynisme. Jean Jouzel, dans la même interview, le dit. On a fait du chemin, mais la prise de conscience n'engage toujours pas à l'action. Je ressens une vraie forme d'impuissance. Les discours invitant à l'inaction ou au statu quo, les jeunes y arriveront, la technologie nous sauvera, non seulement pas disparu, mais ils se renforcent. Et le tout sans parler du discours rassuriste qui monte, et comme l'explique Valérie Masson-Delmotte, celui-ci ne vient pas de nulle part. Il est porté par ceux qui ont investi leurs capitaux dans les infrastructures fossiles et veulent les conserver, et par ceux qui ont des privilèges et ne veulent pas les lâcher. Breathing is stressing me out. This will affect the entire planet. I know, but it's like so stressful. En matière de lutte contre le réchauffement climatique et de la biodiversité, il nous faut passer plus fortement encore aux actes concrets et changer en profondeur notre organisation collective, le système lui-même. Il y a les discours et puis il y a les actes. Côté politique, alors que la question écologique devrait être une des priorités absolues pour préserver nos vies, nos santé, notre avenir, les mesures prises sont en décalage total avec la gravité de la situation. L'écologie est méprisée et totalement invisibilisée aujourd'hui en pleine crise politique. À part le nouveau Front populaire, plus personne n'en parle depuis des mois. Le climat, c'est une bombe à retardement. C'est pas des sujets dans l'absolu pour demain, c'est des sujets pour maintenant et c'est concret. Il y a de quoi être en colère. Alors, à partir de là, que puis-je faire? Pour reprendre la question de Kant. Peut-être déjà traverser ce que l'on ressent, et qui est parfaitement légitime, étant donné l'urgence de la situation. It's like everything everywhere is going crazy, so we don't go out anymore. We sit in the house, and slowly the world we're living in is getting smaller, and all we say is, please, at least leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV and my steel-belted radios, and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not going to leave you alone. I want you to get mad. You've got to say, I'm a human being. God damn it. My life has value. La colère saine comme une déclaration de dignité. I want you to get up right now and go to the window, open it, and stick your head out and yell, I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. I'm not going to take it anymore.
Cette scène puissante montre à quel point exprimer sa colère peut être un exutoire. Mais on peut aussi, évidemment, traverser le désespoir et plein d'autres sentiments. Et cette dépression-là, faut la laisser, faut qu'on coule, faut être traversé par ces émotions basses que sont la peine, la colère, l'impuissance, la peur aussi. Et une fois qu'on est traversé par ça, y a tout un phénomène, un passage qui est l'acceptation, que ça va pas forcément bien se passer, mais une acceptation, c'est comme accepter qu'on va mourir un jour. Voilà, on vit toute notre vie en sachant qu'on va mourir, mais on le met dans un coin de notre tête. C'est un peu ça, c'est accepter que ça va mal se passer quand même à la fin. En remède à cela, le philosophe Paul Virilio l'écrit. On peut tout à fait s'enchanter du monde tout en s'en inquiétant. Acter ce que l'on vit, ce que l'on ressent, est aussi un moyen de le traverser pour ensuite agir et être au monde différemment. Dans un article du Monde que je vous conseille, intitulé « Que nous est-il permis d'espérer ?», Nicolas Truong explore notamment cette notion d'espoir et d'espérance. Il écrit « Depuis son premier ouvrage, traité du désespoir et de la béatitude, le philosophe André Comte-Sponville invite à vivre désespérément. Il ne s'agit pas de mener son existence en étant triste ou malheureux, mais au contraire, accompagné d'un gai désespoir, qui est une apologie de la volonté, de désirer sans illusion. Au fond, il ne s'agit pas d'espérer, mais d'agir. Et la vraie question n'est pas morale, mais politique. Et si on commençait par politiser sa vie ? Dans le fond, ce qu'on appelle les gestes individuels ne sont que des manières de reconnaître l'urgence, de l'acter au quotidien et de vivre en accord avec notre réalité climatique. Je ne mange pas de viande parce que notre consommation de viande est insoutenable et contribue à la déforestation. Je ne fais pas un métier polluant parce que je ne veux pas être complice de ce système qui détruit et qui nous mène dans le mur. Je n'utilise pas de plastique parce que les océans en sont remplis, nos corps aussi, et que 70% des plastiques dans le monde ne sont pas gérés, et ainsi de suite. Hans Jonas écrit « La prophétie de malheur est faite pour éviter qu'elle ne se réalise ». Et le penseur allemand Gunther Anders ajoute « Nous ne sommes apocalypticiens que pour avoir tort, que pour jouir chaque jour à nouveau de la chance d'être là. Ridicule, mais toujours debout. » Nous participons tous, malgré nous, à cette société de consommation, à ce système destructeur. Mais traquer nos renoncements est aussi une façon d'affirmer qu'un autre monde est possible, de ne pas se résigner, de rester droit, digne, aligné. Car l'espoir se retrouve dans l'action. Des actions pour exiger des politiques publiques à la hauteur de l'urgence, accentuer les rapports de force, attaquer en justice les entreprises nocives, rejoindre des alternatives, des luttes locales. Et pour cela, nous devons être beaucoup plus nombreux. Se donner de la force, du courage, ne pas s'épuiser non plus. Les activistes écologiques, les scientifiques, les artistes, les journalistes qui s'engagent ne peuvent plus être une minorité si l'on veut réouvrir l'univers des possibles. Albert Camus écrit « Le monde où je vis me répugne, mais je me sens solidaire de ceux qui y souffrent. Et je ne serais pas à l'aise si je devais faire mon chemin en m'appuyant sur les pauvres privilèges qu'on réserve à ceux qui s'arrangent de ce monde. » To young people, to civil society, to cities, regions, businesses and others who have been leading the charge towards a safer, cleaner world, I say thank you. You are on the right side of history. You speak for the majority. Keep it up. Don't lose courage. Don't lose hope. If we the peoples versus, it is we the peoples versus the polluters and the profiteers. Together we can win. Plus que jamais, nous avons rendez-vous avec l'histoire. La plupart des mouvements qui ont abouti aux grandes transformations sociétales et politiques, qui ont bouleversé l'ordre des choses, ont abouti grâce à une combinaison d'engagement et de lutte, à des points de pression appliqués au même moment et à différentes échelles. Aucun combat n'est vain face à l'urgence écologique, parce que chaque fraction de degré compte, que chaque espèce sauvée est déjà une victoire. Je vous laisse avec quelques extraits du livre « Le ciel ouvert » de Nicolas Mathieu. Écoute, tu n'as pas l'éternité pour toi. Il te faut vivre et aimer tout de suite. Ne te laisse pas dépouiller de ta maigre durée. Ne deviens pas cette pure machine à occuper la richesse des autres. Cabre-toi, il n'y a pas d'après. Aucun calcul ne justifie que tu cèdes sur l'essentiel. Oppose ton désir à la cadence. Ne cède pas ton temps en vain. Ne vends pas ta force à vil prix. Ne crois pas les « c'est comme ça », les « que veux-tu qu'on y fasse ». Ne donne pas ton sommeil à ceux qui le muent en or. Réserve-toi le plus possible pour la joie. Écoute-moi, tu n'as qu'une vie. Défends-la. C'est la fin de cette vidéo. Vous pouvez creuser tous les sujets que j'ai évoqués en regardant mes précédents décryptages et interviews pour Blast. Il y a 3 ans de vidéos, donc vous avez de la matière. Je vous mets en description les états des lieux de l'année dernière, mais aussi des vidéos pour penser la catastrophe, retrouver de la force et du courage.
N'hésitez pas à me partager vos impressions en commentaire et à partager cette vidéo autour de vous. Blast est un média indépendant et nous avons besoin de votre soutien pour exister et continuer à vous informer librement. Alors pour faire un don ou vous abonner, rendez-vous sur blast-info.fr. À très vite sur Blast.